Intégrés dans la Royal Air Force de 1943 à 1945, les groupes de bombardement français, Guyane et Tunisie quittent l'Angleterre en octobre 1945 pour regagner la France. Le jour de notre départ, des officiels anglais vinrent nous saluer. Un officier nous serra la main et nous dit quelques mots d'amitié. Voilà maintenant de retour chez vous. Au nom de l'Angleterre, je suis chargé de vous dire merci. Au revoir et bonne chance. En franchissant les falaises blanches de Douvres, se gravèrent pour toujours dans mon esprit les joies et les peines de nos années de combat. Un flot amer de souvenirs, les plus déchirants et les plus doux, afflua tout à coup à ma mémoire et je ne pus retenir mes larmes. Comme un songe, passèrent devant mes yeux les images de mes camarades disparus. Ce que j'espérais, c'était des lauriers pour fêter le retour de l'enfant prodigue. Mais je réalisais bien vite que je m'étais trompé. Même chez moi, on ne m'écoutait que d'une oreille distraite. Je n'intéressais personne, j'en vins à ne plus parler. Je m'étais vu l'alibi d'un peuple, ce que j'avais fait pour sauver la France, peu s'en soucier. Et du tréfonds de ma mémoire, la marée de l'oubli vint tout emporter. Une peine violente et désespérée m'envahit et ensevelit ma jeunesse. Aujourd'hui, nous gardons entre nous ces souvenirs d'un temps révolu. Louis Germain, mémoire d'un incendiaire. Aujourd'hui, ils arborent fièrement leur insigne de vétérans des forces armées britanniques. La décoration que j'estime le plus, c'est vraiment la décoration anglaise que j'ai reçue du roi George VI. 70 ans après la fin de leur épopée, leurs souvenirs sont encore présents à leur esprit. Et je ne peux pas m'empêcher de lever les yeux chaque fois qu'un avion passe devant la fenêtre. Bon, mon meilleur souvenir que j'ai gardé, c'est la fin de la guerre surtout, parce qu'après tout ce que nous avions risqué dans nos missions, nous avions de la chance d'être encore là, car nous avons perdu des centaines de camarades. La première pensée qui me vient, c'est le souvenir de mes camarades. Et je revois encore leur image. L'amitié que je conserve avec certains de mes camarades qui ont fait la guerre avec moi. Bon, la première image qui me vient à l'esprit, c'est celle qui m'a marqué le plus, c'est celle de l'explosion de l'avion au moment du chargement des bombes. C'est des souvenirs assez extraordinaires, et en particulier celui de Joseph Muller, qui m'a peut-être sauvé la vie en retardant ma première mission. Toujours, il me trouvait trop jeune, avec ceux de mon équipage aussi. Et j'étais le Benjamin, et alors il dit, la prochaine fois, la prochaine heureuse. Et il a fallu qu'on pleure finalement pour faire une première mission. La première vision, c'est que nous avons fait notre devoir, aidés par messieurs les Anglais, qui nous ont bien formés et bien appris à faire la guerre. Je suis fier, même très fier, d'avoir participé 2 fois dans la nuit, le doublé du 6 juin 1944, une fois à Gracamesi, une deuxième fois à Saint-Lô, aux opérations de débarquement. La période que j'ai passée en Angleterre, malgré ce qui se passait, les disparitions, les crashs, le mauvais côté de la guerre, je peux dire que ça a été, en anglais, on peut le dire en anglais, the best years of my life, les meilleures années de ma vie. Parce que
ce que nous avons vécu en Angleterre, l'accueil que nous avions, nous étions considérés comme des Anglais, comme au même niveau que les autres combattants. Il n'y avait aucune différence entre les différentes nationalités. Voilà, en dehors de l'horreur de la guerre. Je pense à notre arrivée en Angleterre, à ce changement profond à tous les niveaux. D'abord, l'organisation des bases, la formation, en même temps, ce qui est extraordinaire, comment les Anglais en si peu de temps pouvaient mettre en l'air plus de 1000 avions qui volaient comme un essaim en 3 vagues, à 3 altitudes différentes, la nuit sans feu de position, les avions se trouvant à peine à quelques mètres l'un de l'autre. Sont des images qui reviennent de temps en temps, extraordinaires, sans compter l'apocalypse en arrivant au-dessus de l'objectif, surtout quand celui-ci était situé sur la Roure. Journellement, je pense à Evington, pour la bonne raison, c'est que c'était une grande partie de ma vie où j'ai manqué y rester 36 fois, 35 fois quoi, avec mes camarades. C'était une période très difficile en ce sens non pas d'y vivre, mais de penser continuellement qu'on allait y rester, quoi. Et quand on était là pour sauver la France, l'Europe, mais comment on est revenu de tout ça, j'y pense souvent. J'y pense très souvent même, très souvent, parce que ça n'a pas été toujours facile, et nous savions que c'était des missions très dangereuses que nous faisions, et que nous partions, mais nous savions qu'on avait une chance sur 2 de revenir seulement. Il y a des flashs qui sont restés permanents. La première mission a été sur les îles Heligoland. Et au cours du lâchage des bombes, ça m'est resté en mémoire. L'avion a fait un bond. Je me demandais pourquoi. D'un coup, je réalisais effectivement qu'on venait de lâcher 6 tonnes de bombes et que l'avion se trouvait allégé du simple coup. Et bien entendu, ce qui m'a un petit peu aussi surpris, c'est la manière dont le pilote a secoué l'avion pour voir si on n'avait pas encore sous les ailes, qu'on ne voyait pas du tout de visu, les bombes étaient bien parties. Parce qu'il y avait eu un précédent très fâcheux sur la base où un avion avait explosé à la suite d'une bombe qui restait accrochée sous les ailes. Ce qui me touchait le plus finalement, c'était le moment où les services spéciaux anglais venaient débarrasser les affaires des disparus. Ils parlent tous avec émotion de leur équipage. Mon équipage. Ben pour moi, sincèrement, je pense que mon équipage, c'était le meilleur. Je dis l'ensemble, c'était le meilleur. Il y avait certainement, sur d'autres avions, un pilote qui était formidable, ou un navigateur qui était formidable, ou un mitrailleur qui était formidable, etc. Moi, j'estime que dans mon équipage, ils étaient tous extra. L'équipage est une arme dans une armée. Et c'est une arme compacte qui doit être soudée, disponible et efficace. Les Britanniques étaient très attachés à la formation du collectif, de l'équipage. Donc on était un pour tous, et tous pour un. C'est que j'ai eu une chance énorme d'avoir un équipage tel que j'ai eu.
J'avais mon capitaine Hachette, c'était un brave homme. C'était un monsieur qui nous a jamais fait une remarque. Il était gentil comme tout. En plus, il était compétent. À chaque fois, nous avons fait de la navigation d'une façon extraordinaire. On ne s'est jamais perdu. On était toujours là au bon endroit. J'avais un pilote, le lieutenant Pilot. C'était plus qu'un crack. C'était un super pilote. De plus, il me faisait une confiance extraordinaire. Et j'ai passé avec lui des moments. Je peux dire une chose, c'est que je n'ai à bord jamais eu peur. J'étais peut-être un peu stressé à certains moments, tout à fait au début, mais avec l'habitude, l'émission ne me faisait plus terriblement peur. Je faisais ma mission en pensant que tout était bien, tout allait bien se passer, et j'avais une telle confiance en moi, et mon pilote avait une telle confiance en moi aussi, qu'on faisait un couple parfait. Comme j'étais à la tourelle supérieure, je voyais bien plus que tout le monde, et j'ai toujours pris des décisions qui ont fait que mon pilote n'hésitait pas, dès que je lui passais un ordre, c'était immédiatement qu'il était exécuté. Pourtant, lui était lieutenant et moi j'étais sergent. Mais les grades ne comptaient pas là. Nous considérons l'équipage comme une petite famille. Nous étions très liés entre nous. On aurait pu nous demander n'importe quoi, on serait même sacrifiés les uns pour les autres. Nous étions vraiment comme des frères. Alors, on était très soudés dans cet équipage, comme nous autres, je suppose. On formait réellement un groupe d'amis sur lequel on pouvait effectivement compter les uns sur les autres. Eh bien, il y avait une véritable osmose entre les membres de l'équipage. Et j'ai toujours gardé un souvenir formidable pour eux. J'avais la photo de mon équipage quand j'habitais avec mon épouse à Carpin-Ponson, là. J'avais installé mon petit musée à l'étage en haut et j'y montais tous les jours pour les saluer et je continue à le faire maintenant. J'ai leurs photos et je peux pas me passer de dialoguer un peu avec eux. Je les revois comme si c'était hier. Les mécaniciens étaient les grands ignorés de notre histoire. J'avais beaucoup d'admiration pour eux. Sans les mécaniciens, on n'aurait pas pu effectuer nos missions. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient courageux, ils étaient très travailleurs, ils étaient aux petits soins pour les avions. Et le commandant Churet, qui était leur chef, beaucoup de nous avaient de l'admiration pour lui. D'abord, c'était un monsieur qui était très simple, bien qu'il soit commandant. Et on pourrait lui poser n'importe quelle question, il était toujours là pour nous répondre. Et l'ensemble des mécaniciens, on était vraiment très amis avec eux. Quand on partait en mission, ils étaient là, aux petits soins pour nous, inquiets de voir si l'avion allait revenir ou non. Et puis, ce qui était très important pour nous, on avait l'impression d'avoir des avions très sûrs, très bien entretenus. C'est quelque chose d'important quand vous êtes en l'air. Alors les mécaniciens au sol, mécaniciens navigants, j'avais beaucoup d'amitié pour eux, j'avais beaucoup de camarades. Ils nous voyaient partir très souvent, on échangeait un regard qui était silencieux, bien sûr, mais plein de signification. Et puis au retour, quand ils voyaient l'avion regagner le dispersal, ils nous avouaient combien ils étaient heureux de nous accueillir. Ouais. Et la première chose que faisaient les mécaniciens quand on se posait, ils faisaient le tour de l'avion pour voir ce qu'il y avait d'anormal. Alors là, et puis après ça, ils bouchaient les trous.
il jouait les boucherons. Souvent, il nous disait « Ah, une petite cigarette ?» Alors là, elle était bonne, cette cigarette. Alors quand j'entends les gens qui disent « Faut pas fumer », je dis « Moi, ça m'a bien rendu service, et pas qu'à moi. » J'apprécie la cigarette du retour, parce que pendant le vol, on ne pouvait pas fumer. Compte tenu de mon physique très jeune, il y avait deux mécanos auxquels j'attachais beaucoup d'importance, qui m'ont toujours encouragé mentalement, aussi bien même parfois physiquement. Et lorsqu'on approchait l'appareil, il me disait « Écoute, tu vas faire le tour au pas de gymnastique de l'appareil et tu monteras après. » J'ai dit « Mais l'équipage est déjà... » « Non, tu feras le tour et tu monteras après. » Pourquoi? J'ai jamais saisi la raison. Je l'ai compris bien plus tard, à la trentaine, je dois avouer, et qu'en réalité, ils essayaient de m'enlever l'angoisse. J'avais 18 ans, et quand je suis arrivé sur la base, je n'avais pas d'équipage affecté. Et c'est le commandant Puget qui me reçoit et me présente à un équipage auquel il manquait un mitrailleur. Et à partir de cette présentation, le commandant Puget dit « Je suis désolé, mais nous avons de plus en plus de jeunes qui arrivent, mais même on risque d'en avoir au biberon. » J'étais un peu vexé de la remarque, mais ça avait quand même un côté sympathique. Ils avaient 20 ans et chacun avait des raisons pour être là. Eh bien, j'étais en maths sup et je suis parti parce que mon père était menacé. J'avais 18 ans, mais avec une dispense de la part de mon père. Pour hâter la fin de la guerre. Découvrir l'Angleterre après avoir connu l'armée de l'air en France a été une révélation, une armée organisée. Je me suis engagé dans l'armée de l'air en décembre 1938 et j'ai été effectivement soldat à partir de 1939. Je voulais changer de spécialité, je voulais devenir pilote. On ne prenait que des mitrailleurs, on ne prenait pas de personnel autre que les mitrailleurs. J'ai accepté de partir en Angleterre parce que je voulais absolument combattre contre les Allemands. C'était mon devoir et j'avais ressenti ce déshonneur de la défaite française comme une injure. Et je voulais absolument faire quelque chose pour essayer de redresser un petit peu cette abominable aventure que nous avions subie et venger la France, en quelque sorte, et laver l'honneur de la France. Voilà pourquoi je suis parti en Angleterre, même si j'étais réserviste et si j'avais rien à faire dans l'aviation. À 16 ans, je suis rentré dans la résistance, tout simplement. Et à 18 ans, j'ai donc décidé de rejoindre l'Angleterre en passant par l'Espagne. À Elvington, un adjudant, qui est M. Trotman, qui me dit « Que fais-tu » Je lui dis « J'arrive, je n'ai pas d'affectation. » Or, j'avais fait un stage de mécanicien volant à Blida pendant 1 mois, et comme bien souvent dans les armées françaises, un charcutier, on le met coiffeur, et le coiffeur charcutier. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Ce monsieur Trotman me dit « Tu n'as pas d'affectation ?» Je dis « Non, je viens d'apporter à un lieutenant là une lettre. » Bon, il me dit « Moi, j'ai besoin de quelqu'un au bar du mess des officiers. » Mais j'ai dit « Mais normalement, je suis mécanicien. » Il me dit « Non, non, tu restes là, ça m'intéresse, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là en permanence, quelqu'un qui m'ait l'air sérieux. » Bon, je dis « Je vais essayer de faire mon mieux. » Alors, j'ai donc fait toute la campagne au mess des officiers, ce qui m'a permis de tous les connaître. Puget, Calmel, Vigouroux, Vénaud. J'étais souvent à leur écoute parce qu'ils me racontaient souvent leur vol, comment ça s'était passé, des visites. C'était surtout très intéressant d'être à leur écoute en permanence et de leur remonter, si je peux dire, le moral. Le jour où nous avons eu le plus d'avions abattus, 5, à la même mission,
Et je revois encore tous ces gens, hein, tous les officiers, puis que je les ai tous connus. Et c'est ça qui me frappe le plus. C'est à la pensée de revoir l'ambiance du mess en pensant à ces 5 équipages qui n'étaient pas rentrés. Et ça me revient souvent à l'esprit. Chaque mission était un danger mortel. Je tenais tous les jours mon journal de marche, et sur le journal de marche, je notais exactement toute la mission, de A à Z, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. La plus grande peur, c'est quand l'avion s'est mis en piqué, et alors là, je me suis dit à moi-même, c'est terminé. C'était dans quelques secondes, nous sommes tous morts. Et alors j'ai réussi à mettre la tête entre les deux mitrailleuses, en pensant que à l'impact, ma tête exploserait, et voilà. Et c'est alors que le pilote, à 2000 pieds, a pu redresser l'avion, et on s'est tiré comme ça, mais on revient de loin. Oui, on revient de loin. L'avion du capitaine Hautecoeur, qui était devant nous, à peu près à 500 ou 1000 mètres maximum, a été touché par un obus et il s'est cassé en deux. Le pilote Joss a donné un coup de manche brutal pour ne pas lui rentrer dedans. Et on s'est retrouvé terriblement secoué par cet accident. On a vu l'appareil et 2 ou 3 parachutes, si j'ai bonne mémoire, qu'on a complètement perdu de vue au bout d'un certain temps parce qu'on continuait à bombarder. Enfin, il fallait aussi ne pas se faire prendre par les projecteurs. Oui. Hein, parce que, alors là, si rien nous prenait, il y avait tout de suite 3 ou 4 qui se mettaient avec. On était pris dans plusieurs faisceaux, et on ne s'en sortait pas non plus. Hein. Alors dès qu'ils nous frôlaient, qu'ils s'attardaient, hop, il fallait piquer tout de suite et faire des évasives pour ne pas se faire reprendre. Au-dessus de l'Allemagne, j'avais vu un avion exploser, il était peut-être minuit, exploser à côté du mien, peut-être à 100 mètres. Moi j'étais mitrailleur arrière, je le voyais bien, et je savais que c'était de mes amis qui étaient dans cet équipage. Et ma seule réaction à cette époque-là, c'était de dire à notre navigateur, notez-leur, parce qu'on saura retrouver les corps et tout ça. Mais on dit, en arrivant au sol, lors de l'interrogation, on disait, mais ils n'ont pas eu de chance, ils n'ont pas eu de peau. Mais nous avions 20 ans. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est... On faisait abstraction de... Je ne sais pas comment vous expliquer cela. D'humanité. Tellement content d'avoir fait la mission et d'être rentré sain et sauf, on oubliait tout. Le coup de rhum que nous donnait l'abbé Maurice nous réconfortait et nous étions tellement fatigués qu'il n'y a qu'une chose qui comptait pour nous, c'est aller se restaurer et se mettre au lit. Ce qui me touchait le plus finalement, c'était le moment où les services spéciaux anglais venaient débarrasser les affaires des disparus. Je crois que cette expérience a été riche d'enseignements, c'est évident, parce que ça m'a permis de prendre conscience qu'égoïstement, je ne pouvais pas exister tout seul. Ils ont peu parlé de leur combat. Je parle très peu de ma vie de 1942 à 1946, où j'étais dans l'armée de l'air française, ensuite dans la Royal Air Force, mais toujours dans l'armée de l'air française, parce que le monde est très peu intéressé. J'aime en parler à des gens qui m'écoutent et qui désirent savoir ce que j'ai fait, quoi. On en parle le moins possible. D'ailleurs,
j'ai reçu il y a quelque temps le fils de mon capitaine d'équipage, le capitaine Hachette, et lui, son père ne lui a jamais parlé de rien du tout. Il a fallu que je lui raconte un peu comment ça se passait en Angleterre, les missions, les bombardements et tout ça. Mais moi, je n'en parle pas beaucoup. D'abord, mes enfants ne sont pas intéressés du tout. Et ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas intéressés. Et je n'en parle le moins possible parce que finalement, il ne faut pas en faire trop quand même. J'ai eu l'occasion, alors on ne rentrait pas en détail, parce que quand on parle à des adultes, c'est curieux. Ils disent « Ah bon, vous avez bombardé l'Allemagne? Ah bon ah c'est bien, mais comment dans quelles conditions ?» Ils ne sont pas très curieux. Je trouve qu'ils ne sont pas très curieux. Je leur ai expliqué, parce qu'ils comprenaient très bien mon état d'esprit, et ils adhéraient complètement avec ce que j'avais fait. Ils retiennent le côté chevaleresque de la chose, mais enfin, ils n'en font pas état. Personne ne m'interrogeait. Ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard, des années plus tard, que certaines personnes ont commencé à me poser quelques questions. Mais très peu. Je commençais à écrire ici, c'est-à-dire après 80. Hein? Parce que j'avais une bonne mémoire. Là, en ce moment, elle fout le camp avec une rapidité incroyable. J'essaie d'oublier, de ne plus y penser, mais ça m'arrive, comme beaucoup de personnes âgées, de mal dormir la nuit, vous voyez. Alors c'est quand justement je ne dors pas que des souvenirs comme ça me reviennent. Mais j'en parle pas à mes enfants ni à qui que ce soit. J'ai gardé beaucoup de choses pour moi, énormément de choses. Premièrement, indépendamment des faits par eux-mêmes, qui étaient ce qu'ils étaient, qu'on ne peut pas modifier, mais mes pensées profondes, mes activités secondaires, etc. Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Quand j'ai été abattu, la première chose qui m'a tracassé, c'est que je n'allais pas pouvoir rencontrer ma petite copine le soir de Noël. On devait faire le réveillon ensemble. Il y avait que ça qui me trottait par la tête. Il garde un souvenir ému de l'accueil des Anglais. On était reçus comme des rois. Ça a été quelque chose, un souvenir inoubliable. Pour moi, cette vie en Angleterre a été merveilleuse. Évidemment, nous étions dans de bonnes conditions et je considère les Anglais comme étant des gens. Ils n'étaient pas obligés parce que nous, les Français, nous avions abandonné la guerre. Mais nous venions les rejoindre pour continuer la lutte et ça leur faisait énormément plaisir. Quand je pense à l'accueil du départ d'Elvington, de toutes les 35 à Halifax ou 36, je ne sais plus, qui sont partis, et le monde qu'il y avait avec les mouchoirs pour nous saluer, nous remercier et tout, je considère ça comme étant sensationnel de leur part. Ils nous ont très très bien accueillis et nous avons été parfaits partout, très bien reçus partout. Nous avons toujours été accueillis par le peuple anglais comme si on était des leurs. Peut-être que la guerre y était pour quelque chose. Les Anglais nous ont accueillis à bras ouverts. Et ils nous ont accueillis à bras ouverts d'abord parce que j'ai fait mes classes dans la Royal Air Force. J'ai été nommé sergent dans la Royal Air Force avant d'être nommé sergent dans l'armée française. La population civile a été admirable vis-à-vis des combattants, que ce soit les combattants anglais ou les combattants français. Une reconnaissance des Anglais par rapport aux Français. Pour eux, nous sommes des gens, nous sommes des héros, comme ils disent. Et vraiment, on a toujours été bien reçus par les Anglais. Et surtout, pendant la guerre, on était bien reçus. Les Anglais, je garde un souvenir merveilleux.
Vous savez, quand on nous envoyait, chaque fois que nous étions en permission, on vient toutes les 7 semaines, on avait une semaine de congé, et on allait dans des familles anglaises qui étaient volontaires pour nous recevoir. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, la gentillesse de ces gens-là, l'accueil qu'ils nous réservaient. J'étais reçu à l'impromptu souvent chez des gens qui disaient « Ah, Frenchy, venez manger à la maison ». Et ils ne faisaient pas comme les Français qui mettent dans cette occasion les petits plats dans les grands, ils vous servaient ce qu'ils avaient. En décembre 1944, une jeune dame qui m'a accosté, qui m'a dit « Ma famille et moi, nous serions heureux d'avoir des soldats, des militaires étrangers qui viennent manger à la maison chez nous. » Et je me suis retrouvé dans une famille anglaise, le piano, comme toujours, dans le salon. Et cette dame qui avait son mari qui était militaire et tout ça, mais en tout bien, tout honneur, nous a invités avec ses parents. Il y avait un pilote tchèque avec moi, un Américain et un Français. Nous avons passé la soirée et le lendemain ensemble, nous sommes retournés à l'hôtel bien sûr, le lendemain ensemble, et ils avaient même acheté à cette époque-là du vin pour nous servir. C'est pour vous dire l'accueil des Anglais vis-à-vis des volontaires venant... Des alliés. Ouais, des alliés. Ah, l'indifférence au retour en France, elle a été totale. Totale. Parce que on a ignoré, pour des raisons souvent politiques, on a ignoré et voulu ignorer ce que nous avions fait. Question souvenir de ce que nous avons fait, il y a une différence considérable entre la France et l'Angleterre. En Angleterre, nous sommes reçus mieux que chez eux, nous sommes reçus comme des rois, comme des princes, comme des... C'est incroyable. Parce que chez nous, on n'en parle jamais. Nous n'avons été aussi bien les gens des forces françaises libres que les gens des forces combattantes n'ont pas été bien vus en France après la guerre. Et bien quand nous nous sommes posés à Mérignac, bien après, ma foi, quelques temps après, nous étions, on nous ignorait. On ne savait pas que des Français avaient combattu en Angleterre dans la Royal Air Force. Sentimentalement, ça nous est désagréable, parce que nous avons combattu pour la France. Pour la France. L'âge étant là, je voudrais bien revoir ce lieu où j'ai vécu ces moments extraordinaires. Et je voudrais bien revoir York également. Je me rappelle quand je faisais le trajet à bicyclette, Elvington, York et retour, on était amoureux de la bicyclette et on avait ce seul moyen pour se déplacer. C'était somptueux, quoi. Quand je retourne à Elvington, mais vraiment, tout Elvington est présent aux cérémonies. Les enfants, les scouts, les pompiers, tout ce qu'on veut. Vraiment, ils nous attendent de pied. Et je suis sûr, je ne sais même pas s'il y a à Elvington, je n'ai jamais eu la curiosité de savoir s'ils avaient un monument aux morts chez eux. Parce que tout se fait sur le monument mort français. Le monument mort des bombardiers, de nos tombes. Il y a eu la semaine de York il y a 2 ans, qui a été extraordinaire, car ils nous ont fêtés vraiment comme les Français n'ont jamais été. Le Halifax reste un point d'attache pour ses aviateurs. Raphaël Masson n'a pu résister à l'envie de monter dans cet avion, comme il avait fait pour ses 35 missions.
Il avait oublié que la trappe d'évacuation était si exiguë. Ce qui me choque, c'est quand je suis rentré en 1945, je me rappelle en août 1945, il y a une anecdote qu'il faut que je vous conte. La Royal Air Force nous avait conduits en car jusqu'à Douvres, nous avions pris le ferry-boat, nous étions arrivés à Calais. À Calais, un car de la Royal Air Force nous attendait, nous étions une quinzaine. Nous a conduits à Paris. Et tout le long de la route, on s'est fait insulter par les Français. On arrive à Paris, devant la deuxième région aérienne, en plein Paris. Il est 21h. Donc les adieux, hein, avec l'officier de la RAF qui nous avait accompagnés, et on va frapper aux portes de la région aérienne. On frappe, personne ne répond, puis au bout d'un moment surgit un soldat hirsute, chemise, bras débraillés, nous dit « Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Et on dit « Écoutez, on arrive là, on voudrait signaler notre présence et avoir une chambre pour passer la nuit. » « Oh non, vous revenez demain matin et il nous ferme la porte au nez. » Heureusement, nous avions sur nous la carte de la Royal Air Force, si bien que le premier soir, en arrivant en France, nous avons été dans l'obligation de rejoindre un hôtel réquisitionné par la Royal Air Force à Paris. Intéressant. J'espère qu'on va vivre encore longtemps et en gardant le souvenir vivace de ce que nous avons vécu. Être vétéran ne veut pas dire être vieux, même à 93 ans. Marcel Berthomé est le doyen des maires de France. Durant plus de 4 décennies, il fit de sa ville une cité modèle, propre et écologique. L'allée Cousteau mène de la mairie à l'octroi, en bordure de la rivière Lille. L'école maternelle, entourée de pelouses et de fleurs, offre aux enfants calme et amusement. Le groupe scolaire, à l'architecture résolument moderne, est au sein d'un grand espace rural. Le service animation jeunesse est un lieu idéal pour les activités périscolaires. La résidence des 1000 fleurs, avec sa conception pavillonnaire, offre un cadre apaisant aux personnes âgées. Le stade de football, cher à Marcel Berthomé, est doté d'une pelouse où sont venus jouer les plus grands clubs français. Le centre de tennis Borotra a plusieurs cours, dont l'un est couvert et bordé par un élégant clubhouse. Enfin, les belles installations du centre hippique permirent au cheval Japelou et à son cavalier Pierre Durand d'être champions olympiques en 1988. Jean Billot est resté un sportif. Chaque année, je fais 2 sauts en parachute en double avec mes camarades à 2-3 000 mètres, 2000 mètres de chute libre. Et cette année 2015, je vais faire un saut qui est prévu d'ailleurs au mois de juin avec notre député qui m'accompagne, Olivier Falorni. Voilà. C'est prévu et nous sautons ensemble. Enfin, je saute avant lui et lui me suit toujours en double. Le maire de La Rochelle, l'autre jour, pendant la cérémonie qui a été faite en mon honneur, a annoncé officiellement que le député sautait avec moi. Je fais ces sauts pour faire voir, pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas d'âge pour avoir l'agnac. Et pour mes petits-enfants, pour prouver à mes petits-enfants que je ne suis pas encore has-been. J'avais dit un jour à des amis qu'il n'y avait pas plus anti-guerre que ceux qui l'ont faite, la guerre. C'est ce que pensent aussi les descendants des aviateurs disparus. Hervé Marin a rassemblé tous les documents sur son père, Xavier, abattu le 16 janvier 1945.
J'y pense tout le temps, très souvent, hein, surtout encore les années anniversaires. Ça, c'est... Oui, c'est... La tombe, elle est près de chez moi. Les souvenirs, je les ai réunis et j'espère qu'ils poursuivront leur chemin avec les enfants, mais c'est pas sûr du tout. Un seul souvenir de mon père que j'ai, c'est quand il est venu, décembre 1944, à l'appartement de ma grand-mère à Paris, et que, ça c'est le souvenir de son arrivée à Paris, de son séjour de 5 jours, pas plus, à Paris, et le dernier jour, quand il est parti, où ma mère s'accrochait à lui pour pas qu'il parte, tout ça, et son équipage est venu le chercher. Comme mon père a disparu, et comme je vous l'expliquais, la différence est très importante entre disparu, missing et dead, hein, présumé dead et dead, j'ai un papier là qui montre que l'avis de disparition, qui a été d'abord tapé à la machine par le ministère de l'air, l'administration de l'armée de l'air, ça a été transformé de disparition en avis de décès le 25 janvier 1946, c'est-à-dire 10 jours après la mort de ma mère. Ma mère n'a pas su qu'il était décédé et elle est morte avant. Ça, je n'avais jamais repéré ça encore. 10 jours. Sur un plan juridique familial, ça change tout déjà, parce que de simple orphelin de l'air, je deviens héritier au même titre que ses 4 frères et sœurs. Et ça a été la bagarre entre ma grand-mère maternelle, tuteur adjoint, qui après est devenu légal, après le décès de ma grand-mère. C'était le fils du président de la République, Albert Lebrun. C'est elle qui commandait tout, et moi, je n'avais pas droit à la parole. Voilà. C'est elle qui m'a imposé le souvenir, c'est une dame de respect du souvenir. C'est ma grand-mère qui a imposé, hein, il y a le papier là, que ce soit moi qui reçoive les médailles de mon père. Sinon, je n'aurais pas reçu. C'est elle. Et le jour, moi je me rendais compte de rien. Et quand je vois maintenant qu'on donne le Légion d'honneur à des gars qui font le 10e de ce qu'il a fait, c'est un peu écœurant. Et je suis allé interne à Saint-Jean-de-Béthune, à Versailles, pendant 10 ans, jusqu'au bac, quoi. Donc ça a coupé un peu toute relation quotidienne avec la famille. Donc on peut dire que la famille, il n'y a pas de famille, moi. Mon père et ma mère s'adoraient, et la seule chose qui m'intéresse, c'est la dernière lettre de Xavier écrite le jour de sa mort. Ça, c'est la lettre de mon père le 16 janvier 1945. Voilà. C'est un peu ce qui rejoint le bouquin de Delrieux. Il quitte le Metz et il dit « Comment ça va ?» Oh, ça va bien, ça va se terminer, tout va bien. Là aussi, ça va se terminer, tout va bien. Il essayait de remonter le moral de ma mère, qui, elle, était toujours dépressive, effondrée après 2 ans de séparation. Il était sûr qu'il allait revenir dans les 8 jours. Hein. Depuis le retour de Paris, jusque-là, il n'y avait que des emmerdes. Ça, alors là, je suis le seul à pouvoir les analyser de près à travers les Early Return, hein, dans le bouquin. Early Return, janvier 1945, Early Return, donc il en avait marre de revenir tout le temps. Hein. Et Early Return à cause d'un moteur qui ne marchait pas. Early Return, parce qu'il a été obligé d'aller jeter les bombes dans la Manche. Hein. Il ne voulait pas finir la guerre sur un Early Return. Xavier Marin décollera pour une mission sur Magdebourg. Ils en veulent à mon père d'avoir décollé. C'est la tour de contrôle qui a donné le feu vert. Point. Voilà. Que Marin intercède pour lui ou pas pour lui, le tour de contrôle n'aurait pas dû... Il n'aurait jamais dû mourir, là. C'est dans cette clairière que l'avion de Xavier Marin s'est écrasé. Le gendarme allemand, il retrouve le corps du Hauptmann Marin. Le pilote sera enterré dans le cimetière de Calvord dès le lendemain, puis transféré au cimetière militaire de Frohnau avec 2 membres de son équipage. Alors commence un long et douloureux chemin pour obtenir le retour en France du corps de Xavier Marin. La belle-mère de Xavier,
et Germaine L'Herbier ont été les plus impliqués dans les demandes de retour de la dépouille de Xavier. Ce n'est que le 31 mai 1948 que son corps sera ramené en France, ainsi que 4000 corps. Il sera inhumé à Clermont, où il s'était marié. Ce n'est qu'en 2001 que Xavier repose pour toujours auprès de son épouse. Il a participé avec 11 équipages au bombardement de cette batterie de Grand Cambésis, et donc ils étaient fiers finalement de participer au débarquement. C'est aussi émouvant parce que pour moi les armes, les canons, ça marque aussi en gros la fin de sa vie, puisque son équipage a été bombardé, mitraillé, on ne sait pas comment, au retour d'une mission le 23 octobre sur Essen, et l'équipage est sans doute tombé en mer. Il est parti alors que j'avais 4 ans. Nous étions installés avec la famille, avec ma mère à Oran, et il est décédé, j'avais 5 ans et quelques mois. Malheureusement, les souvenirs que j'ai, j'étais trop jeune, et quelques photos me disent quelque chose, peut-être à Oran, au moment du débarquement des Alliés. Si j'ai pas eu de relation verbale, il m'a transmis un héritage extrêmement riche par des documents, et en particulier par son journal de bord qui démarre le 8 novembre 1942, donc à Oran, au moment du débarquement des Alliés en Algérie, qui retrace les quelques mois qu'ils ont vécu avec ses camarades sur l'Algérie, la Tunisie. Et je retrouve aussi ce journal, La vie à Elvington, où ce journal retrace non pas les missions. Les missions ont été bien décrites dans beaucoup d'ouvrages. Je découvre la vie de camaraderie. Ces aviateurs-là avaient une famille, donc ils pensaient à leur famille. Pour ceux qui étaient mariés, ils pensaient à leurs femmes. Pour ceux qui avaient des enfants, ils pensaient à leurs enfants, bien entendu. Il y a des réflexions dans cet ouvrage, des réflexions sur la mort. Il se demande si un jour ou l'autre il va revenir. Ce qui est assez touchant, émouvant, c'est qu'il a écrit une lettre à sa femme pour lui annoncer sa mort, et il a écrit une lettre à ses parents, son père, sa mère, pour leur annoncer qu'il était décédé. Cette lettre, je l'ai retrouvée chez mes grands-parents. Il dit le jour où je recevrai cette lettre, Dieu m'aura rappelé à lui. Donc je n'ai pas de souvenir précis de lui, mais j'ai l'impression de l'avoir beaucoup connu, d'avoir entretenu un contact pratiquement permanent tout au long de ma vie, puisque ce document est extrêmement riche. Et ma vie a été totalement bouleversée, parce que déjà orphelin de père, c'est quelque chose de terrible, surtout si petit, surtout à une telle époque. Mais en plus orphelin de corps, puisque on n'a pas retrouvé l'appareil, donc ils ont été sans doute noyés quelque part dans la mer du Nord. Et ça, c'est terrible, parce que je ne sais pas où il est. Toute ma vie, je me suis posé la question, où est-il? Et je n'ai pas, pourquoi ça a bouleversé ma vie? Parce que je n'ai pas de lieu où me recueillir, de lieu où aller déposer une fleur, de lieu où aller dire un mot, simplement. Donc, j'ai compensé cela par le fait que, pour moi, étant aviateur, il était dans le ciel. Et toute ma vie, j'ai pensé que mon papa était au ciel. Enfin, et j'y pense tout le temps, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, bien entendu.
Un événement qui me tient à cœur et qui me rend aussi un peu triste, c'est que nous avions reçu une lettre des services des armées demandant à ma mère de m'amener à Paris afin que je reçoive la Légion d'honneur de mon père. Et à cette époque-là, je me souviens, nous n'avions pas d'argent. Nous avons décliné l'invitation et je n'ai pas pu venir à Paris recueillir la Légion d'honneur de mon père. Et il m'a laissé énormément de documents écrits. Il pensait à moi. Dans ses cours de permission, de déplacement, il m'a acheté des livres. Il m'a acheté Jeannot Lapin pour les petits de 4 ans. Et puis également beaucoup de livres de poésie, beaucoup de documents de poésie. Et en particulier, il m'a dédicacé un livre, un romancier provençal, Paul Arène. Il écrit que Christian s'inspire de la morale de Paul Arène. Être honnête, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai trouvé aussi des petits carnets sur lesquels il appelle ça mes pensées. Et il me donne des conseils lorsque je me mettrai en ménage. Il me donne des conseils pour ma vie militaire. Il me donne des conseils pour ma vie, la religion, et ainsi de suite. Voilà, tu feras ci, tu essaieras de faire ça, tu prendras soin de ta femme. Et il parle à ma mère en disant « J'aimerais bien que Christian fasse des études ». Et je pense que je vois pour lui 3 pistes de profession. J'aimerais bien qu'il soit chirurgien, j'aimerais bien qu'il soit homme de lettres, et j'aimerais bien qu'il soit ingénieur. Voilà, c'était un peu son souhait. Bon, il s'est avéré que j'ai répondu inconsciemment, moralement, puisque je suis devenu ingénieur d'éponges et souchets. Donc, quelque part, j'ai aussi répondu à ce souhait, à ce vœu, qui était à l'époque une chimère, puisque c'était sans doute, il pensait à ça peut-être pendant ses vols de guerre, pendant ses missions, ou alors dans son tonneau à Elvington. Aujourd'hui, je le prends pour un héros, je l'ai à côté de moi, ça c'est clair, et j'essaierai, c'est pour ça qu'il faut maintenir l'action de notre association pour maintenir cette mémoire de tous ces gens qui ont eu cette volonté, parce que c'était une volonté. Ils ont souffert, c'était difficile, c'était dur, c'était moralement très 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 dur, puisque là encore dans ses écrits, il dit qu'un jour ou l'autre, quand on fait le décompte, 1 sur 2, et ça sera bientôt son tour. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Mon père a été tué donc au retour d'une mission sur Octeville en septembre 1944, où l'avion donc a explosé, une bombe n'avait pas été larguée, et quand ils ont atterri à Elvington, l'avion a explosé. Donc voilà, mon père qui était mitrailleur supérieur donc a été tué au cours de cette explosion. Et je devais avoir 1 an. À peu près 1 an. Une seule lettre qui me reste de ma mère, juste après la mort de mon père, à la fin de la guerre, où elle dit qu'il n'aura même pas pu connaître sa petite fille. Donc je crois qu'il n'a pas pu me connaître. Ça, c'est le point ultra sensible de toute ma vie. D'abord une absence donc de l'être humain pour se construire, et l'inconnu total, parce que ma mère a tellement souffert de la disparition de son mari qu'elle n'a jamais pu m'en parler. La seule chose qu'elle ait pu me dire, donc, c'est ton père a été tué en Angleterre par l'explosion d'un avion,
Et c'est tout. Je me suis construite avec ça. Et toute cette absence ou ce trop. Donc, ayant quelques photos, peu de photos, mais les photos d'un homme magnifique, bien sûr en tant que petite fille que j'ai idéalisé, j'ai transformé en un dieu, en moi, je l'ai enfermé en moi, et j'ai quasiment matérialisé cet être manquant dans mon corps, et à partir de là, essayer donc de voir comment je pouvais me construire et faire des recherches, essayer de trouver quelque chose me reliant à cet homme, à cet inconnu. Ça a été aussi vraiment une question tellement importante pour moi, qui était vraiment le fil de ma vie quand j'ai été adulte, que j'ai osé et eu le courage de réfléchir à tout ça, trouver la tombe de mon père, parce que j'en savais rien, ma mère ne m'avait rien dit et je pense que ma mère ne savait pas où il était enterré. Et c'est seulement en 2009, à la suite de la mort du dernier frère de la fratrie finale, on m'a donné donc ce livre où il y avait tous les renseignements donc, du groupe Guyenne, les équipages et tout. Et j'ai pu retrouver donc en avril 2009 sa tombe au cimetière de Brookwood, à 50 km au sud-ouest de Londres, qui est devenu un des plus grands cimetières militaires, donc des deux conflits contemporains 14-18 et 39-45, et où est la tombe de mon père, et où là, à chaque fois que je vais en Angleterre, je m'arrête pour justement me retrouver sur cette tombe, et aussi pour le souvenir de ma mère. Bien sûr que c'est un héros. Je l'ai, depuis toute petite fille, sur le peu de photos que j'avais, c'était un si bel homme, évidemment, en pleine force de sa jeunesse, un homme beau, un homme fort, et qui pour moi avait toutes les qualités, ça ne pouvait pas être autrement, je ne l'avais pas connu, j'étais une petite fille. On me parle de lui comme un généreux camarade, comme un homme très jovial. Je fais partie de l'amicale des Roues-Plourdes depuis 2009. Ça a été pour moi une vraie révélation, là où j'ai vraiment découvert exactement donc quelle était sa mission, où il était, ce qu'il faisait et pourquoi il est mort. Une des émotions les plus fortes que j'ai pu avoir, ça a été donc un matin à Elvington, au petit déjeuner, Nicole Rousseau-Payenne qui me parrainait à ce premier voyage pour moi tellement important. Et Nicole montre une petite maquette de Halifax métallique. C'était dans les archives de son père. Cette maquette était faite avec les restants, donc les débris du Halifax de l'équipage de mon père, donc quand il s'est écrasé à Elvington. Et très curieusement, je n'ai rien commandé, ma main est partie sur cet avion, sur cette maquette. Et là, j'ai eu la sensation de toucher la main de mon père. Cette maquette m'accompagnera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, pour qu'elle retourne après à Elvington, dans ce musée d'Elvington, si précieux, là où elle doit avoir sa place. Et en même temps, ça me fait revivre cet homme qui, pendant 70 ans presque, personne n'en a parlé autour de moi. Tout le monde en a tellement souffert et on ne l'a pas fait revivre, personne n'en a évoqué des souvenirs. Donc voilà, j'ai l'impression de refaire revivre quelque chose dans cet homme. Je suis là pour dire, papa, on ne t'a pas oublié, on est toujours là, on est toujours là, on ne t'a pas oublié.
L'absence est une présence silencieuse.